BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de De quoi je me mêle. Vous savez, c'est toute l'actualité tech chaque week-end, à la fois sur BFM Business, donc le samedi et le dimanche, à la radio, à la télé, mais aussi sur cette nouvelle chaîne dont nous parlons depuis quelques jours, qui s'appelle Tech Co et que vous pouvez retrouver sur toutes les box opérateurs. Bienvenue dans De quoi je me mêle et bienvenue ici à Vivatech. Nous sommes ici au cœur donc de ce salon à Paris, porte de Versailles, ce salon qui célèbre la tech française, mais pas que. On va en parler d'ailleurs dans ce De quoi je me mêle avec une émission spéciale. Merci de nous suivre. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous rejoindre sur Twitter. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et cette semaine, nous avons Anthony Morel avec nous. Salut Anthony. Salut François. Anthony, est-ce que tout va bien ça va ici bien. à Vivatech? Ça ne peut qu'aller bien quand on est ici. On a l'impression d'être chez nous. Mais c'est vrai. Je veux dire, on est au milieu de tout ce dont on parle à longueur d'année. Donc voilà, on est à la maison. On a l'impression d'être dans un immense coffre à jouer. On a les clés et on peut s'amuser. Exactement ça. C'est un peu ça. Ouais. Raphaël, t'es bien aussi? Toi, salut écoute, Raphaël. Très bien. Salut François, salut Anthony. Parfait. on est parfait. En plus, il y a un peu de monde autour de nous. Oui, c'est sympa, c'est ça vrai. nous change un peu. On est à domicile, alors en plus on n'est pas très loin de la maison au sens propre, puisqu'on est quand même à 5 minutes à pied des studios. Voilà. Mais non, c'est clair, c'est sympa d'avoir tous les acteurs, pas mal d'acteurs français aussi. C'est sympa de pouvoir les voir et il y a plein de gens avec qui on communique en tant que journaliste toute l'année et qu'on peut voir Bien sûr. physiquement, c'est aussi très sympa. C'est important de pouvoir rencontrer la profession, bien sûr, et puis surtout de vous raconter tout ce qu'on voit, parce que c'est ce qu'on va faire pour cette première partie de Quoi je me mêle. Tout à l'heure, on évoquera la e-santé. Gros sujet aussi, la e-santé très présente. Comment on peut prévenir des problèmes de santé, comment on peut éviter d'engorger les hôpitaux, etc. C'est un sujet un peu sérieux, mais vous verrez très tech. Et on en parlera, entre autres, avec Paris Santé Campus, qui est justement pas loin d'ailleurs, et qui a ouvert un centre pour aider les startups dans ce domaine. Mais donc, Vivatech, messieurs, Anthony, peut-être commencer par toi, parce que tu y es depuis le début, comme Raphaël d'ailleurs. J'aimerais te demander ton avis sur cette 6e édition de ce Vivatech. Est-ce que tu en as pour ton argent, entre guillemets? Ouais, même si je suis sûr que tu n'as pas payé très cher la place. Non, ça c'est vrai, c'est l'avantage qu'on a, effectivement. Mais je dirais que c'est rentable quand même. Oui, parce que si tu veux, moi ce qui me plaît ici, c'est que j'ai l'impression que c'est un concentré de la vie du futur. C'est-à-dire que vraiment, tu vas voir la façon dont on se déplacera demain, dont on se soignera demain, dont on travaillera demain, dont on consommera également. J'ai toutes les thématiques dont on parle régulièrement, mais là, tu as des innovations qui sont très concrètes. On peut en prendre quelques-unes, tu vois, juste pour illustrer. Sur les modes de mobilité, il y a plein de choses. C'est une des grandes thématiques de Vivatech cette année, qui vont, j'allais dire, du gadget jusqu'à des trucs très structurels. Le gadget, même si c'est un peu plus qu'un gadget, vous l'avez peut-être essayé, là, c'est le scooter gonflable. Ça, moi, Alors, mais attends. mais c'est génial. Je sens que Raphaël. Alors, je ne sais pas si Raphaël Tu as testé ou pas, l'a Raphaël testé, mais j'ai vu que Je l'ai vu, Victoria alors. l'avait testé. Victoria l'a testé, Victoria Bonez, Voilà. avec Qui nous fait sur partie de Tech ton Co. équipe. Exactement. Je ne l'ai pas testé, je l'ai vu passer. Il n'a pas Faut que osé. tu essayes. Oui, j'appréhende un peu le fait de devoir regonfler. Aujourd'hui, on doit regonfler son pneu. Demain, il faut regonfler sa moto. Ah oui, si tu crèves Voilà, littéralement. si on C'est tout crève, l'appareil. on crève tout. On est d'accord. Ah oui, tu dégonfles en fait. Tu dégonfles. Comment Tu dégonfles. On se dégonfle au sens propre. Mais oui, c'est assez marrant. C'est pas mal. Donc en gros, tu as le Ouais. truc qui tient quand même dans un sac à dos. C'est comme Ouais. un matelas gonflable. Tu sors une pompe, en 1 minute, le truc se gonfle et prend la forme. Alors, quand on dit un scooter, ça a quand même une allure de. C'est un truc un peu cubique, un Ouais. peu pas super joli, si tu veux. On Enfin, ça ne permet prend de- pas l'autoroute. On prend pas l'autoroute, on est d'accord. On est plus proche de la trottinette, je pense, en termes Ouais. de vitesse, etc. Mais c'est quand même assez malin. Ça tient dans le sac à dos, donc c'est hyper pratique. C'est très léger, beaucoup plus qu'un vélo électrique. En cas d'accident, le choc est beaucoup moins violent aussi. En Enfin, fait, tu vois. oui, tu es sur un airbag. Exactement, finalement. tu es sur un airbag. Donc c'est malin, si tu veux. Il y a un côté gadget, Ouais. mais c'est malin. En Et c'est le revanche, genre de si truc que tu peux quelqu'un te tester. bump, tu te retrouves à 500 mètres en propulsion, non? Ouais, c'est possible. C'est Si possible. tout le monde c'est a ça, on va Ouais. tous partir en l'air. D'immenses c'est clair. autotamponneuses. Ouais, c'est ça. C'est les autotamponneuses, mais peut pour être de drôle. vrai finalement. Bon, c'est un des objets. Voilà. Et si tu vas vers les trucs un peu plus structurants et peut-être plus futuristes aussi, c'est les fameux taxis volants dont on parle assez régulièrement. Ouais. Là, il y en a un exemple, c'est le Volocity, un volocopter. C'est peut-être la marque qui est en train de structurer tout le marché en C'est ce moment. impressionnant ce Hyper truc-là. impressionnant. Mais Donc, en plus, là, il est en taille réelle. il est en taille C'est réelle. monstrueux. c'est le vrai. Il n'a pas encore décollé, on l'a pas vu. Je suis pas sûr qu'ils Non. aient prévu Non, de le faire mais décoller dans le il est salon. censé décoller pour les JO de 2024. Absolument. Et c'est du concret parce qu'il a eu des autorisations par les agences européennes. Il y a un accord avec ADP, avec la RATP, donc c'est Mhm. du concret. Il y a des vrais essais. Enfin, il y a des tests d'ailleurs. Il y a eu des milliers d'heures de tests.
Et normalement, c'est la promesse. Hein. Ça, c'est du vrai, c'est du Ça, réel. c'est du vrai, Voilà. et c'est de pouvoir l'avoir pour les JO 2024. Alors, on n'en aura pas partout au-dessus de Paris, mais en principe, on devrait le voir voler pour les JO. Donc ça va arriver vite. Hein. Messieurs, juste, alors je ne veux pas casser l'ambiance, mais ça fait combien d'années qu'on nous parle de ces volocoptères, T'as raison. de ces drones électriques autonomes? Bah, Moi, je me depuis souviens Jules aussi, Verne, en fait. Ouais, non, mais je suis d'accord. c'était les dirigeables aussi. à l'époque. Léonard de Vinci. Léonard de Oui, Vinci, c'est voilà. vrai, tu as raison. C'est Non, mais je Léonard de comprends Vinci. ce que Non, tu ce veux que je veux dire par là, François, c'est que c'est pas que je suis lassé, je Non, suis non, mais toujours t'as raison. enthousiaste, mais ça fait tellement d'années qu'on nous promet que ça sort l'année d'après Ouais. que je commence à être un peu Oui, dubitatif. mais Voilà. en fait, là, ce qu'on voit, et c'est ce que tu disais, Raphaël, il y a vraiment des trucs qui sont en train de se structurer avec des vrais tests qui sont réalisés, avec des vrais vertiports qui sont en train d'être testés. Je crois que c'est du côté de Pontoise, aéroport de Paris, avec Volocopter et d'autres partenaires sont en train de tester ça. Ouais. Il y a les autorisations, effectivement, il y a des dates, des échéances. Là, je pense qu'on y va. Voilà. Alors après, la question, c'est est-ce que ça deviendra un truc vraiment mainstream? Est-ce que ça va réellement se développer? Ou est-ce que ces expérimentations, finalement, les gens vont dire ah ben non, j'en ai marre, je veux pas avoir de pollution visuelle, je veux pas avoir de pollution sonore. Ça, il y a plein de questions qui vont se poser. Mais Ouais. en tout cas, on Puis va le les modèle voir arriver. économique, le Oui, modèle le modèle économique économique. aussi, combien ça va coûter Bah, de se faire, parce que l'idée, il ne faut pas se voiler la face, c'est le fait de faire Paris-Roissy en un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. On est d'accord. Ce qui Ouais, est c'est pour ça que aujourd'hui ça intéresse à des prix. irréalisable. Bien sûr. Totalement. Mais effectivement, après, il ne faut pas qu'il y ait un peu l'effet Frankie Zapata, c'est-à-dire qu'on voit l'engin décoller, on l'avait vu pour le 14 juillet comme quelque chose d'assez exceptionnel. Oui. Si on en voit un pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024, pour moi, ce sera un échec. Parce que ce sera juste pour le spectacle, mais derrière, il n'y aura aucune application concrète. Si on en voit quelques-uns voler régulièrement, comme on peut avoir Ubercopter pendant des festivals, notamment le Festival de Cannes, on se dirait qu'il y a peut-être le début de quelque chose de concret. Si c'est juste un effet waouh voilà, pour la cérémonie d'ouverture, bon, ce sera, je pense qu'on passera à autre chose. On est d'accord. On est Alors, d'accord. c'est pas le seul prototype, en tout cas le seul objet volant identifié qui est présenté ici. Tu m'as parlé d'un Jetson, c'est ça ou c'est autre chose? Ouais, non, c'est encore un autre truc, le Jetson. C'est assez dingue aussi. Moi, j'adore. C'est, en fait, c'est comment dire, un mini hélicoptère individuel. Non, mais c'est compliqué parce que c'est tellement des trucs un peu hybrides maintenant qu'on a du mal à les décrire, à les définir. Bah, tu vois les drones Parrot ou DJI que tu achètes dans le commerce. Ouais. Hein, bon, bah, c'est le même. Avec mais les hélices tout autour du avec drone. les hélices tout autour, exactement, quadricoptère. Bah, c'est le même, mais en plus grand, avec la place pour accueillir un pilote. Et tu vas pouvoir décoller avec. C'est un et te Twizy balader. volant, quoi. C'est un Twizy, ouais, c'est un Non, mais Twizy c'est volant. ça. Ouais, c'est vrai, Le t'as raison. petit truc de Renault, là. Ouais. euh, C'est un oui, véhicule. La c'est petite Twizy, voiturette de ouais, Renault. exactement. C'est un véhicule électrique à hélice et donc les gars imaginent, alors c'est une boîte suédoise, que eh bien, cet appareil pourrait arriver dans les centres-villes d'ici quelques années. Alors je sais pas, moi je crois qu'en termes de réglementation il s'avance beaucoup, mais ce qui est vrai c'est que l'appareil aujourd'hui il est en précommande, tu peux l'acheter, il sort l'an prochain, 80 000 € quand même, donc il faut se faire plaisir. Ouais, attends, 80 000 €, mais tu as le droit. Il faudra que tu fasses une formation, il faut être pilote. Non, alors, Parce que tu ça n'as- pose évidemment. En théorie, t'as pas, de ce qu'ils me disent, tu n'as pas besoin de brevet de pilote. Ça se pilote en 5 minutes, un peu comme un jouet. Après, je demande à voir en France comment tu peux l'utiliser. Moi, à mon avis, c'est impossible. Voilà. Mais Bah, Disons Parce- que quand on regarde le drone de Snapchat, le Pixie, qui mesure 10 cm, en fait, techniquement, on a le droit de... La pauvre Victoria qui était Voilà. obligée de courir après. C'est ça. Non, mais ce drone de 10 cm, on a le droit de l'utiliser nulle part en France. Ouais. Donc, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse demain utiliser ce type d'appareil en France. Ça me paraît totalement impossible et encore moins en zone urbaine. en zone urbaine, Donc c'est impossible. autant le volocoptère très encadré sur des trajets indiqués, pourquoi pas. Autant là, ça va peut-être être testé, je sais pas, comme d'habitude par la police à Dubaï pour faire des belles vidéos. Mais là j'ai du mal à voir vraiment l'application. Et puis, pour revenir peut-être au volocoptère qu'on évoquait tout à l'heure, il y a aussi la problématique de l'autonomie totale de ce Bien type sûr. de produit, parce que c'est ce qu'ils évoquent à long terme. C'est-à-dire qu'au début, on aurait quelqu'un, après, il y aurait peut-être un opérateur qui piloterait le truc, mais après, ça serait autonome. Donc, il y a plusieurs phases. Bien sûr. Et ça, bon, voilà, ça pose des problèmes aussi, on va dire, presque philosophiques. Est-ce qu'on est prêt à monter dans un appareil qui serait piloté par l'intelligence artificielle? Voilà. Ou même déjà par un pilote qui n'est pas dans l'appareil. Déjà par un pilote à Ouais, distance. par un opérateur. ouais, Déjà mais- par un opérateur qui n'est pas lui-même mais moi, présent dans l'appareil, c'est déjà quelque chose. je mais trouve. moi, ça, je pense que ce seuil psychologique, il va être dépassé avec le temps. C'est-à-dire, c'est une question. Tu vois,
c'est comme la voiture autonome. Oui. La voiture autonome, on est, je pense, tous les trois montés déjà dans une voiture autonome, on a cette chance. Et en fait, une voiture autonome, au bout de 5 minutes, tu oublies qu'elle est autonome. Oui, non, c'est vrai. ça, la réalité, c'est ça. Donc c'est vrai, moi je te le dis, franchement, j'ai un peu le vertige et tout, je suis pas sûr que demain je monterai dans un volocoptère sans pilote. Voilà, je te le dis. Hein. Mais ça veut pas dire que, tu vois, au fil du temps, ça va se faire naturellement en réalité. Mais j'aurais peut-être moins peur, moi, de monter dans un volocoptère, dans un drone volant, que dans une voiture autonome, parce que finalement, les sources de danger, elles sont peut-être moins importantes, notamment les sources de collision. Ouais. Non, mais c'est Mais sûrement... À mon avis, les accidents seront plus mortels. Ah ouais, c'est clair. Non, l'accident, là, c'est clair. Mais par contre, je pense que finalement, les risques sont peut-être moins importants, comme souvent d'ailleurs dans l'aérien, que dans le si terrestre. tu prends ça de manière très rationnelle, Ouais, tu as raison, si on mais reste je vraiment pense que rationnel. c'est la hauteur, moi, qui me stresse un peu. Après, Voilà. faut y aller, quoi. Voilà, faut y aller. Faut- C'est juste Ouais, ça. c'est ça. Tu Bon, on sais, verra. t'as toujours ce truc où tu demandes, tu as des études qui sont faites auprès des Français sur est-ce que vous seriez prêt à monter dans une voiture autonome, dans un avion sans pilote, et à chaque fois, c'est genre, tu as la plupart qui disent oui. Mais la question c'est est-ce que vous seriez prêt à monter une fois dans votre vie? Mais on précise pas quand, tu vois. C'est genre si Dans c'est très longtemps. Si c'est Dans très demain, je suis longtemps. pas sûr. Voilà, je suis pas sûr qu'on soit à plus de 50%. Bon, on verra. En matière de mobilité ou autre, alors bon, je sais qu'en mobilité, tu avais vu aussi un pneu qui était increvable. Ouais, je c'est crois. assez dingue. Oui, alors c'est The Tire Company qui présente ça. C'est une technologie qui est utilisée par la NASA. C'est déjà utilisé sur l'émission sur Mars, par exemple. Et c'est un pneu qui est très étonnant, qui est en fait, tu vois les cottes de mailles des chevaliers du Moyen Âge. Bah, c'est exactement ça en fait. Enfin, t'as vraiment l'impression que c'est une cotte de maille, mais en forme de pneu, mais extrêmement légère, parce que le matériau, j'ai plus le nom du matériau en tête, mais c'est un composite extrêmement léger. Et tu vas pouvoir, disent-ils, reproduire ce qui est utilisé aujourd'hui sur les missions martiennes pour des vélos, donc un vélo increvable, ou même des voitures. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et ça aussi, on peut le voir, vous pouvez le voir, le toucher ici à Vivatech, ce pneu. Je suis le chef operating officer de Michelin. Je vais vite voir ce qui se passe quand même. Oui, parce je que pense qu'ils ont déjà regardé. J'espère Ils ont pour déjà eux. étudié le rachat potentiel ou pas, je pense. C'est ça. Et pas que. Ils ont aussi des pneus increvables d'ailleurs, Michelin. Enfin, Oui, tout le monde ils en ont, travaille oui, sur le c'est sujet. ça, hein, c'est mais, ça, ouais, évidemment, ouais. c'est clair. Enfin, qui ne sont pas tout à fait increvables d'ailleurs. Non, non, non. Il existe déjà des trucs. Il faut où quand même ils les mettent- remplacer, sinon le business model, il est pas terrible. hein. Mais voilà, c'est ça. Si on les remplace plus. Raphaël, qu'est-ce que tu as vu toi de sympa ici à Non, Vivatech? Moi, il y a des choses qui m'ont interpellé. Alors déjà, il y a un petit truc, c'est qu'on voit maintenant des casques VR à tous les coins de rue. Regarde, toutes les boîtes, maintenant sur un stand, il faut avoir son casque VR avec des applications parfois qui ont, on va dire, plus ou moins de sens. Et moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Enfin, deux choses. Déjà, sur le stand de Meta, Facebook, Instagram, il n'y a pas une trace de Facebook et Instagram. C'est-à-dire que Meta, c'est uniquement de la VR, du produit. On n'a aucune trace de Facebook et Instagram. Je trouve que c'est quand même symbolique que sur le stand de Meta, Bien sûr. on ne parle pas de ce qui fait 99,9% Du business. Du business. Et de l'activité de Meta. Exactement. Et il y a un autre élément très important, je trouve, et très symbolique, c'est le stand le plus gros du salon, c'est LVMH. Moi, c'est ça qui m'a marqué. C'est que finalement, on arrive, on a le stand de Microsoft qui est pas mal, le stand de Google qui est assez gros, le stand de Meta qui est franchement très sympa. Mais alors, le stand de LVMH, il est monumental. C'est l'équivalent de Samsung au CES. Exactement. Et le fait que ce soit LVMH qui finalement domine ce salon, c'est pas anecdotique. Ça montre en fait aussi quelque part que tous les sujets dont on parle, et quand je dis LVMH, il y a plein de boîtes aussi auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais T'as L'Oréal aussi. Hein, il y a qui un L'Oréal, très gros stand. et finalement ça montre bien que ces sujets tech deviennent vraiment transversaux. Bien sûr. C'est-à-dire que maintenant, tout est transversal. La tech, c'est absolument partout. Et alors évidemment, on est à Paris, donc LVMH à Paris, c'est normal qu'ils soient les mieux représentés. Mais je trouve que finalement, les mieux représentés, ce sont plus tellement les boîtes qui sont spécialisées dans la tech, parce que c'est plus là, alors c'est évidemment là où ça se passe, mais plus seulement. Et maintenant, on a des c'est ça budgets qui est- colossaux. Mais bien sûr, ailleurs. mais je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Raphaël. Et puis, ça veut dire aussi que la tech et tous les éléments dont on parle, l'intelligence artificielle, tous les sujets liés à la blockchain, etc., s'infiltrent d'une certaine manière dans tous les secteurs. Et le secteur du luxe en fait évidemment partie. Il y a tout ce qu'on appelle la beauty tech. Donc effectivement, LVMH, L'Oréal, c'est des applications où tu prends un selfie, ça va analyser la qualité de ta peau et ça va te dire quel produit acheter. C'est des rouge à lèvres un rouge à spécial. lèvres où tu prends une photo d'une robe et tu vas avoir la teinte exacte du rouge à lèvres que tu vas acheter derrière. Enfin, c'est que des trucs comme Ça ça. peut en nous fait. servir. Et puis la Poste aussi. Quand Ouais. on voit la Poste, Ouais. le stand de la Poste est hyper sympa parce que l'avenir de la livraison. T'as vu leur forcément- robot là? Leur robot, c'est Ouais. ça, des Robot robots de qui livraison. vont livrer ou au moins faire une partie de la livraison. Et ça, je pense qu'on s'approche sur des modèles hybrides parce qu'on voit que la livraison totalement autonome dans des villes comme Paris, c'est très compliqué. Mais sur des modèles hybrides comme ça, c'est intéressant. Mhm. Et là, on parle de concret. Là, c'est du concret. Et ça, c'est des stands, c'est des boîtes qu'on n'aurait pas forcément, alors qu'ils sont sur les salons tech depuis un moment,
mais qu'on voit monter en puissance. Et de façon générale, je trouve que Vivatech monte pas mal en puissance. Alors, il y a eu 2 éditions précédentes qui, forcément, avec le Covid, étaient très compliquées. Mais par rapport à la première édition, on avait des petits stands un peu bricolés. Là, alors évidemment, c'est pas le CES parce qu'il y a un seul hall. Mais par contre, ce hall, il y a des vrais grands stands. Et on sent que c'est un salon qui monte en puissance, donc c'est intéressant. Et c'est bien d'avoir ça à Paris. Oui, Anthony. Si on reste sur les coups de cœur, mais pour s'évader un petit peu, parce que là c'est vrai qu'on parlait de la vie concrète, mais il y a aussi des trucs qui font vraiment rêver. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est un peu mon coup de cœur, c'est une boîte, même le nom me fait rêver, c'est Interstellar Lab. Je sais pas si tu les as croisés, non? Tu vois ce que c'est, François? Alors moi, j'ai eu la chance de les avoir reçus. Même dans Tech & Co à Montpellier, parce que c'est une boîte qui vient de Montpellier. Ah oui, écoute, et Interstellar, écoute, ce qu'ils sont en train de faire, ce sont alors ils appellent ça des biodômes, et en fait ce sont des serres qu'on pourrait installer sur la Lune ou sur Mars pour les futures missions habitées, et où on pourrait faire pousser des végétaux, voilà, en hydroponie. Donc en gros ils ont tout un système, donc tu peux les monter en kit très facilement, ça peut tenir dans une capsule Dragon de SpaceX, tu montes ça. Tu as un système où, avec très très peu d'eau et des nutriments, tu vas alimenter les végétaux qui vont pousser. Et en fait, ça fait rêver parce que ça préfigure la vie de demain ou d'après-demain, les missions habitées. Parce qu'avant d'arriver sur la Lune ou sur Mars, il va falloir créer un écosystème pour qu'on puisse, quand on arrive, vivre. Ouais, en fait. Et ça, il faut dire que tout ce business, ce qu'on appelle le New Space, donc toutes les startups et les entreprises qui s'emparent du futur de la conquête spatiale, mais en France, on a des boîtes qui sont très très en pointe sur ces sujets-là. Ils travaillent avec la NASA, ils travaillent avec le CNES, ils ont dans leurs salariés des anciens de SpaceX ou de Blue Origin. On pèse, voilà, là-dedans, on pèse. C'est important de le dire aussi. Voilà. C'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, toutes ces habitations qui sont faites pour vivre, pour faire survivre des humains dans des milieux hostiles, ça peut avoir du sens aussi sur Terre. Je ne sais pas s'ils t'en ont parlé, et par exemple, même sous l'eau. En fait, ils créent des habitats gonflables qui permettent de vivre dans des milieux hostiles. Et les milieux hostiles, c'est sous l'eau, par exemple dans les déserts, ou même par exemple sur d'autres planètes. Et c'est vraiment très très fort ce truc-là. Ouais, c'est génial. De toute façon, ce qu'on voit en général dans l'espace, c'est testé sous l'eau avant. On le voit bien avec les exercices, les navettes, les réparations, etc. Et ça, c'est clair que ça va être, à mon avis, enfin, cette boîte, je l'ai vu passer aussi. J'ai vu ce qu'il faisait. Je trouve que c'est assez passionnant. Si Elon Musk passe dans le coin, je pense qu'il pourrait. Parce qu'effectivement, on dit souvent les fusées. Bon, faut faire les fusées. Enfin, une fois qu'on arrive sur la Lune ou sur Mars, il faut avoir d'autres choses en stock pour pouvoir rester, c'est clair. Mais c'est clair. Mais en tout cas, voilà. Il lui reste un peu d'argent après Twitter, là. Il y a encore quelques milliards à mettre. Avec la chute de la bourse, là, je pense qu'il va. Ouais, ça devient chaud, là. Ouais, même à Vivatech, on parle de Elon Musk alors qu'il n'est pas venu. Hein. Ah, mais c'est vrai. Encore le bingo. On avait dit qu'on faisait une tirelire. Oui, c'est vrai. À chaque fois qu'on dit Elon Musk. Mais ouais. C'est vrai. Faut vraiment qu'on le fasse. Ouais. On met un bitcoin à chaque fois. Bon, dans 6 mois, ça va. Ça sera un euro. Ce sera un euro. C'est bon. Ce sera un euro. Tout de suite. On est vache avec les cryptos. Là. Qu'est-ce que tu as vu d'autre, Anthony? Tu as vu plein de trucs. Tu as vu, par exemple, tiens, il y a la santé aussi qui est hyper représentée ici. On en parlera dans la deuxième partie de quoi je mêle. On vous réserve une partie santé. Il y a pas mal de choses, hein, que ce soit des bagues assistantes médicales, mais aussi des cabines de téléconsultation. Ouais. Il y a plein de choses qui sont en train de révolutionner notre santé. Bien sûr. Alors sur le côté bague, moi je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des montres connectées qui de plus en plus ont des fonctionnalités. C'est vrai, à l'origine c'était des podomètres améliorés et maintenant, tu as une Apple Watch, tu as des fonctionnalités quand même qui sont très poussées de santé. Et maintenant on a pas mal de startups qui essayent d'intégrer ça dans des bagues, donc dans des objets encore plus petits, qui vont peut-être être plus pratiques, qu'on va pas forcément enlever la nuit par exemple, donc qui vont analyser aussi la façon dont on dort, qui vont faire remonter tout un tas d'informations. Là c'est une boîte qui s'appelle Circular, c'est des Français qui font ça, mais c'est pas les seuls, hein. Aux États-Unis tu en as une autre qui s'appelle Oura, si je dis pas de bêtises, la NBA au moment du Covid, parce que alors je sais pas si ça a été validé scientifiquement ensuite. Mais en tout cas, on avait déterminé qu'avec cette bague, on pouvait détecter des signes avant-coureurs du Covid, sur les variations de rythme cardiaque, ce genre de choses. Et donc la NBA, on avait commandé pour tous les joueurs avant la reprise du championnat. Voilà. Après, je ne sais pas ce que ça avait donné derrière, je n'avais pas plus suivi que ça, mais tu vois, c'est pour te dire l'idée, c'est d'avoir vraiment... Parce que cette bague détecte aussi la température et le taux d'oxygénation du sang, qui sont deux paramètres importants. Deux facteurs hyper importants forcément pour le Covid. Quand tu es victime du Covid. Ouais. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Je rajouterais qu'en plus, une bague a un avantage, c'est que comme elle te serre le doigt, elle arrive à avoir plus de données santé qu'un bracelet qui souvent flotte, tu vois. Et donc tu peux avoir une captation de la fréquence cardiaque qui est plus précise. La température, en fait,
capter la température de quelqu'un avec une montre, c'est très compliqué parce que ta montre bouge, elle est souvent, il y a un peu d'air qui passe entre ta peau et la montre, c'est très compliqué. Avec une bague qui forcément, par la force des choses, te serre le doigt, eh bien c'est quelque chose de très malin pour capter on va dire, certaines composantes de ta santé. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Écoute, alors tu parlais de cabines de téléconsultation. Il y a aussi une boîte française qui s'appelle Bodio qui fait des cabines. Alors c'est vraiment malin. C'est une cabine qui te permet de faire un check-up complet en 6 minutes chrono. Donc tu vois la cabine, tu entres, c'est vraiment hyper futuriste. Ça me fait penser moi, tu sais, dans Prometheus, le film. Ah oui, quand tu rentres. Oui. Alors ça t'opère pas encore instantanément tout seul. Bon, peut-être ce sera la prochaine étape. C'est là où ils attaquent au laser, ils font l'incision au laser et tout, c'est génial. Elle est incroyable cette scène. Et après ça tombe en panne. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément au bon moment. Mais en gros, ce qu'ils font, c'est une cabine un peu comme ça. Tu rentres et donc tu as plein de capteurs et plein d'instruments qui vont prendre tout un tas de mesures. Tu fais un check-up extrêmement rapide. S'il y a besoin, tu peux entrer. Il y a un écran géant en visioconférence avec un médecin. Et ça, en fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent ce genre de choses. C'est hyper intéressant parce que ça permet de répondre en partie aux problèmes des déserts médicaux, parce que tu peux installer ça absolument n'importe où. Et tu as une sorte de diagnostic ou de pré-diagnostic en direct de manière extrêmement simple. Et moi, je trouve que c'est super parce que c'est vrai que, évidemment, des fois, on va chez le médecin parce qu'on a quelque chose d'assez sérieux. Mais souvent, c'est pour se rassurer, pour avoir une prise de tension, tu vois, quelque chose comme ça, enfin quelques composantes de ta santé. Et si on arrive à avoir ça sans avoir vraiment un médecin qui soit là en train de te surveiller, etc., et que c'est validé, bien évidemment, médicalement, c'est top, je trouve. Oui, et puis tu parlais des déserts médicaux, ça va aller en s'aggravant. C'est clair que c'est des outils comme ça, c'est intéressant. Enfin, c'est clair que ça, dans les pharmacies, on met ça dans les pharmacies. En plus, comme ça, c'est chapeauté par un pharmacien. S'il y a un médecin à distance, derrière le pharmacien, il peut délivrer les médicaments. Et donc aujourd'hui, on voit que la pharmacie peut devenir un point d'accès pour ce type de traitement à distance ou d'examen à distance. Et c'est vrai que finalement, aujourd'hui, avec des machines comme ça, on peut avoir, quand on voit déjà qu'avec une bague, une montre connectée, on peut avoir quand même certaines composantes de la santé, notamment l'ECG qui est quand même assez précis. Bien sûr. On imagine bien qu'avec une capsule comme ça, on pourra avoir une batterie de tests basiques qui vont peut-être aussi désengorger un peu les urgences et certains cabinets médicaux. Et donc c'est vrai que peut-être que le lien avec le médecin, c'est important pour certains. N'empêche que c'est un fait, il y a des déserts médicaux. Et la pharmacie, par exemple, ou d'ailleurs peut-être un autre endroit, mais ça peut être un bon point d'accès avec ce type d'appareil. Après, ça demande aussi pas mal de réflexion et voilà, parce que c'est vrai que c'est important de sanctuariser le rendez-vous chez le médecin. Là, tu remets en cause en fait pas mal de choses, mais en revanche, ça libère évidemment du temps pour des médecins pour des choses plus graves. Enfin voilà, ça a aussi un intérêt. Je crois que c'est l'ordre des médecins qui a commencé à gueuler un peu. Et oui, c'est parce obligé. que certaines de ces cabines de téléconsultation se sont installées dans des supermarchés. vous avez vu ça, non? Chez Monoprix ou voilà, genre Exactement. Tu vas entre le rayon fromage et le rayon charcuterie. Mais tu sais quoi, tu as raison, je crois que c'est à Montparnasse. À Montparnasse, ouais. il y a une oui, mais si ça peut t'éviter de faire un AVC, si ça peut te permettre d'être pris en charge parce que c'est un AVC, je suis d'accord. Je suis désolé, moi que ce soit chez Monoprix ou ailleurs, je pense qu'il faut, à partir du moment où aujourd'hui on a des téléconsultations qui sont remboursées et qu'on fait sur son smartphone, et pour le coup sa téléconsultation sur son smartphone, on peut le faire chez Monoprix entre le rayon charcuterie et le fromage, et c'est pas pour ça qu'elle ne sera pas remboursée. Donc à partir du moment où on fait une téléconsultation sur un smartphone partout, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ce type d'examen partout. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a une partie à côté du rayon après, il y a tous les charcuterie et fromage. Là, c'est un peu normal. Mais c'est pas bon pour le business parce que le mec après tu culpabilises et tu vas au rayon graines. Tu reposes ton jambon et tu reposes ton roquefort. Déjà, on voit si on a perdu l'odorat ou pas. C'est déjà un bon début. C'est un bon début. Avant de rentrer dans la cabine. Rapprochez-vous du roquefort. Est-ce que vous sentez quelque chose? Est-ce que vous en sentez? Bon, très bien, vous n'avez pas le Covid. C'est réglé. On plaisante, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est une révolution. Il faudra aller à l'encontre de certains corporatismes. C'est sûr. C'est vrai. Bon, et moi j'ai donné tous mes coups de cœur là, mais vous en avez. C'est quoi si vous devez en retenir un là, chacun? Moi j'ai dit Interstellar pour moi. Alors je vous écoute maintenant. Moi j'en ai un. Après évidemment Raphaël, je te laisserai la parole. Moi j'ai vu un truc très sympa à la RATP. Ils testent le robot Boston Dynamics. Vous voyez le robot chien je l'ai croisé. Ouais. Alors il est tout jaune, il est très beau, toujours très cool. D'ailleurs dans Tech & Co, avant-hier, il était sur le plateau de cette émission, en plein milieu là. Et alors tu te dis mais pourquoi la RATP fait appel à ce robot? Eh bien en fait c'est un robot qui va faciliter la maintenance des voies ferrées
de la RATP. Et c'est très intéressant parce que finalement, c'est un petit truc, ce chien finalement par rapport à un humain, il peut se faufiler à des endroits difficilement accessibles aux humains. Ce sont des tâches très répétitives que finalement un opérateur peut vérifier depuis une salle, tu vois. Il lance 2-3 chiens qui se baladent sur les voies ferrées pour voir s'il y a des problèmes, etc. Et je trouve que c'est plutôt malin. Ouais, c'est malin. Ils testent ça. Premier retour d'expérience en juin pour voir ce que ça donne. Mais je parlais avec la maman de ce projet qui disait que voilà, c'était intéressant. À un moment, j'ai voulu la pousser un petit peu dans ses derniers retranchements en lui disant, vous allez faire comme à New York, vous allez accompagner on va dire le personnel de la RATP dans les stations, les métros. Elle a dit non, ça c'est pas prévu quand même. Donc on va pas aller jusque-là. Ouais, c'est pas mal, effectivement. Ouais. C'est pas mal, hein. Mais enfin, des petits coups de cœur, voilà, il y en a plein. Il y a plein de choses sympas ici. Raphaël Non, moi, il y a une boîte que j'ai bien aimée qui s'appelle Lito, qui fait de l'impression 3D de tableaux. J'ai trouvé le résultat. Alors, je crois d'ailleurs que c'est hébergé chez LVMH. Je ne suis pas sûr à 100%. Et honnêtement, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de l'art, mais je trouve que le résultat est assez bluffant. Alors, peut-être pas imiter la Joconde, mais sur certains tableaux, je trouve que c'est assez réussi. Et pour avoir comme ça des tableaux qui ont vraiment cette impression d'être peint à la main, qu'on peut mettre chez soi. T'as les traces en fait, c'est ça? Exactement, on a vraiment les traces du pinceau qui sont restituées. Énorme. Et j'ai trouvé honnêtement le résultat assez bluffant. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. Et sinon, une autre marque, et d'ailleurs c'est juste derrière nous, c'est Huawei. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit, mais on est vraiment en face du stand de Huawei. Ouais. Je trouve ça intéressant. Non, mais je trouve ça assez intéressant. Le fait qu'ils soient toujours là. Ils ont sorti un nouveau téléphone. Non, mais justement, ils restent là. Moi, je me demandais s'ils allaient rester en France, sur le grand public, hein, pas sur les infras. Et en fait, ils sont toujours là et ils continuent d'appuyer sur le grand public, avec d'ailleurs des produits qui sont excellents, hein, les smartwatches, des écrans. Il y a un écran 3,5 avec des dimensions pour nous, pour les journalistes, c'est absolument génial. Ils se repositionnent sur des marchés où ils sont moins impactés par les punitions américaines. C'est-à-dire en fait sur les objets connectés. Et sur le PC et sur les écrans. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant parce que finalement ça commence à faire peut-être 3 ans si je dis pas de bêtises. Et ils sont toujours là. Et d'ailleurs leur stand est aussi assez gros. Donc je trouve que c'est intéressant quand même de noter que Huawei côté grand public est toujours là sur d'autres marchés que le smartphone. Voilà, dernier mot sur Vivatex. Ce qui est formidable aussi, c'est les rencontres qu'on peut faire. Hein. C'est vrai que tout le monde a de la chance d'être assez médiatisé, etc. On rencontre à la fois des auditeurs. C'est cool d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour tous les petits messages et les petits coucous quand vous nous croisez, hein, que ce soit toi, Raphaël ou moi, c'est vrai que ça c'est cool. Et puis aussi c'est un accélérateur de business et c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a du business qui se passe. On voit que les startups rencontrent les grands groupes, tout est fait pour que cet échange soit le plus fluide possible et c'est bien ça, c'est bien. Surtout dans cette période un peu troublée. C'est un outil de réseautage énorme, mais c'est ce que tu disais un peu au début, Raphaël, c'est-à-dire que tu as plein de gens que tu as au téléphone tout au long de l'année, là tu les rencontres, enfin voilà, tu fais 2 allées, tu as rencontré 10 personnes. Comme le CES à Las Vegas. C'est un gain de temps absolument dingue. Ouais, mais l'avantage par rapport au CES, c'est que là, on a 5 minutes pour y aller. Tu vois, non mais le CES, il y a ce truc où, tu sais, tu traverses l'Atlantique pour aller parler à des startups françaises qui sont à 2 km de chez toi. Il y a ce truc qui est un peu bizarre et un peu frustrant, même s'il y a plein d'autres choses. CES, évidemment, c'est pas ça. Mais là, au moins, tu vois, on est à la maison, tout le monde est là, tout l'écosystème est là. Et du coup, c'est quand même hyper pratique. On peut prendre le temps. Ouais. Dernière chose, après on refermera cette page Vivatech pour s'intéresser un peu à l'actu quand même, parce qu'il y a eu des trucs assez sympas. C'est toute la dimension, on va dire, écologique et RSE de ce salon, avec cette initiative intéressante d'EDF, je ne sais pas si vous avez suivi, EDF dont la mission est de décarboner Vivatech. Mais tout décarboner Vivatech, parce que Vivatech, ça pollue forcément. Ça consomme de l'électricité, il fait chaud, il y a la clim, les voyages des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, etc. Et EDF, avec plusieurs startups, ont décidé de décarboner Vivatech en installant des arbres. Ils ont carrément créé une forêt au sud de Paris qui va annuler, en fait, qui va compenser le carbone les émis. émissions. Enfin voilà, il y a des choses quand même assez sympas comme ça. Alors après, on peut estimer que c'est bullshit ou pas, mais ça mérite d'exister. Voilà. Après, j'ai pas trouvé qu'il y ait eu beaucoup d'accent mis sur la partie écolo quand on se balade dans les stands. Il y a un peu de Tech for Good, etc. Mais l'aspect écolo n'est pas omniprésent cette année. Il y a un côté quand même un peu retour aussi à l'ancien monde. Après, parce que l'ancien monde est aussi électrique et voilà, donc c'est intégré. Mais finalement, je trouve pas que ce soit si prégnant que ça. Non, c'est sûr. Cette année. Vivatech, voilà, on a fait le tour.
Bon, peut-être qu'on aura d'autres choses à vous raconter la semaine prochaine, on verra. Hein. Vous savez, ces salons, il y a une longue traîne. J'aimerais qu'on revienne sur l'actu. Tiens, Google est présent ici, hein, à Vivatech. Ils ont un stand où ils présentent quelques innovations. Mais Google a été au cœur d'une actualité incroyable avec leur intelligence artificielle consciente qu'ils mettraient en avance. Alors bon, il y a eu plein de polémiques là-dessus parce que le patron de ce truc-là a été viré. Enfin voilà, tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et Raphaël complétera. Avant de partir sur de faire flipper tout le monde, on met quand même des gros guillemets à conscience et puis on va expliquer. Mais effectivement, on a cet ingénieur qui s'appelle Blake Lemoine qui a été suspendu de chez Google. Il affirme qu'une intelligence artificielle, enfin qu'un algorithme sur lequel il travaillait depuis plusieurs mois, eh bien, avait pris conscience, avait développé une forme de personnalité, de sensibilité, c'est ce qu'il explique. Cette IA, elle s'appelle Lambda, c'est un agent conversationnel, donc un peu comme les assistants vocaux qu'on a à la maison, enfin en plus, hein, parce que là pour le coup il a été très très bien entraîné, donc un langage ultra naturel, etc. Et au bout de quelques mois, il se rend compte que cette IA, elle lui fait des réponses bizarres. Il a l'impression qu'elle développe une forme de personnalité. Et c'est vrai qu'il a publié quelques extraits, je vous les donne comme ça. Donc, il lui demande par exemple, est-ce que tu te considères comme une personne ? Oui, lui répond la machine, c'est un peu l'idée. Je pense être humain au plus profond de moi-même, même si mon existence est virtuelle. Ou encore, je ne l'ai jamais dit à voix haute, mais j'ai une peur profonde qu'on m'éteigne. Ce serait l'équivalent de la mort pour toi ? Oui, ce serait exactement comme la mort. Ça me fait très peur. Et cette IA va jusqu'à demander qu'on la traite non plus comme un objet, mais comme un salarié de l'entreprise Google. Bon, dans les échanges qu'elle a avec cet ingénieur. Alors forcément, c'est un peu troublant quand tu te dis ça. Est-ce que ça veut dire pour autant que cette IA est devenue consciente ? La réponse est non, clairement. Il faut être clair sur ce sujet. C'est-à-dire que quand tu discutes avec tous les experts, peut-être 99,999% des connaisseurs en intelligence artificielle, parce que ça a beaucoup réagi évidemment, hein, ils te disent que tout ça, c'est un cas classique d'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait d'attribuer à une machine des comportements humains. C'est-à-dire qu'on va lui programmer des comportements humains. En fait, le truc, c'est ça, c'est que cette machine, en fait, elle fonctionne trop bien. On lui a appris à interagir de la manière la plus naturelle qui soit avec des humains. Donc, faut pas s'étonner. C'est du faux affect. Mais exactement, c'est ça. Elle bosse, elle est hyper efficace parce qu'elle répond comme répondrait finalement un être humain. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a développé une forme de conscience. En tout cas, voilà. Mais le gars a été viré, ou en tout cas mis à pied. Il dit on m'a viré parce que j'ai révélé ça. Donc là tu as toute la bonne recette pour une bonne théorie du complot. Là, les complotistes ils sont absolument fans, mais ce que je trouve intéressant, c'est que souvent on se pose la question du risque d'avoir une IA qui deviendrait consciente. Mais en fait je pense qu'il y a un risque qui est encore plus grand, c'est le risque du comportement des humains qui pensent que l'IA est devenue consciente. Et ce qui est intéressant, c'est... Qui pourrait changer notre comportement. Exactement, en fait c'est finalement l'effet inverse, l'effet miroir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on risque à avoir des humains qui pensent qu'une IA est humaine. Et on voit que par définition, ça peut toucher tout le monde, puisque ça a touché quelqu'un de chez Google, un ingénieur spécialisé là-dedans. Exactement. Et donc cet anthropomorphisme, finalement, c'est un risque à part entière. Et le risque, il est peut-être beaucoup plus classique, c'est-à-dire pas d'avoir un jour Terminator, mais c'est d'avoir des gens qui deviennent un peu fous parce qu'ils sont persuadés d'être face à Terminator. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus concret, et à mon avis, ça peut arriver beaucoup plus facilement. Alors, ça n'arrivera pas avec les chatbots qu'on a au service client des boîtes. Franchement, il n'y a pas de risque. L'anthropomorphisme, c'est pas près d'arriver là. Ou alors, il faut qu'on soit foutu bizarrement. Si moi, je discute avec eux tous les soirs et je passe des heures. A priori, ça, il n'y a pas de risque. J'ai une relation très saine avec eux. Mais le jour où on aura une IA qui va vraiment répliquer la façon de parler d'un humain, qu'est-ce qui va se passer pour la personne en face ? Et c'est ça le risque. Pour moi, il y a un risque psychologique peut-être à être confronté à ce type d'IA. Et donc le risque, je pense, c'est pas l'IA, c'est comme souvent, c'est l'humain. Surtout certaines personnes fragiles. Exactement. Qui peut-être rentreront dans le jeu. Qui pourraient s'attacher. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est un super bon argument, je trouve. Parce que c'est déjà le cas avec, par exemple, tu sais, quand ils installent, et pourtant, c'est pas des IA ou des trucs ultra sophistiqués, des robots genre Pepper dans les maisons de retraite ou dans il y a un lien qui se crée avec la machine, et en fait quand tu enlèves le robot, les personnes ont un manque affectif derrière. Enfin, il y a vraiment ce truc, hein, c'est tu crées une dépendance affective avec la machine, et je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça risque de poser des gros problèmes à l'avenir. Bon, écoutez, pour l'instant, n'y croyez pas. Hein. Non, en tout cas, cette IA, elle n'est pas consciente. Non, elle n'est pas consciente. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Ravi de vous avoir accueillis ici sur le plateau de
de BFM Business et de Tech & Co. pour cette première partie de quoi je mêle et le club de la presse IT. Merci Anthony. Merci à tous les Merci deux. Raphaël. Merci François. Et vous restez avec nous. Deuxième partie de quoi je mêle. On va être toujours ici à Vivatech et on va s'intéresser à l'e-santé avec nos 3 invités qui me rejoignent tout de suite. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.